Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 18 au 22 avril 2016 avec la déposition du témoin expert appelé par l'accusation, M. John Charles Yule. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Le témoin expert, M. John Charles Yule, est professeur au département de psychologie et psychologue judiciaire à l'Université de la British Columbia, à Montréal, au Canada. Il a mené des recherches avec les victimes, les témoins et les condamnés sur la mémoire humaine depuis plus de 50 ans et il a travaillé sur plus de 1000 affaires. Il a également été appelé comme témoin expert dans de nombreuses affaires aux États-Unis et au Canada. Répondant aux questions de Diane Looping, premier substitut du procureur, le témoin a apporté son témoignage sur les traumatismes et sur la mémoire des victimes, les différents types de personnalités et le syndrome de stress post-traumatique. M. Yule a témoigné que le type de personnalité a une influence sur la façon dont une personne sera affectée par un événement traumatique et la façon dont elle s'en souviendra. Une personne hypersensible se souvient des événements traumatiques de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus vivante qu'une personne hyposensible. Je répondrai de la même façon que j'ai répondu à plusieurs de vos questions, à savoir la quantité d'informations dont la personne se souviendra va changer. Pour certains témoins, il se peut qu'ils donnent des détails, moult détails alors que quelqu'un d'autre qui aura vécu le même événement ne donnera pratiquement pas d'informations ou aucune information. Alors il y a une grande variabilité. La variabilité, elle est expliquée par certains des facteurs dont nous avons parlé au cours des 2 derniers jours. Et je pense par exemple au traumatisme vécu par la personne à l'époque, comment la personne a réagi après l'événement. Est-ce que la personne a essayé de fuir l'événement? Là, la personne aura beaucoup moins de détails à donner au sujet de la personne qui l'a agressée. Par opposition, une personne qui réfléchit à l'événement après l'événement et qui revivra l'événement. Et là, dans ce cas d'espèce, il y a un grand nombre d'informations qui seront données. Est-ce que la personne a souffert d'amnésie ou est-ce qu'elle évite de penser à l'événement? Dans ce cas, il y aura très peu d'informations qui seront transmises. Sarah Pelé, représentant légal des enfants soldats dans cette affaire, a interrogé le témoin sur la façon dont les victimes peuvent modifier leur personnalité quand un événement traumatique est répété afin de faire face à cette situation. Anne Grabowski, représentant légal des victimes des attaques dans cette affaire, a posé des questions sur le traitement des victimes après l'événement traumatique. Dans un cas où une victime, une personne ne veut absolument pas en parler, refuse d'en parler parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, est-ce que le fait d'internaliser l'événement aura un impact, un effet à long terme? Ça dépend de ce que la personne fait à l'intérieur, d'une certaine manière. Parce que si la personne cherche vraiment à ne pas y penser, la conséquence sera négative pour la mémoire de cette personne. Si elle en parle, mais y pense quand même, en rêve, l'écrit, en parle dans son journal, eh bien, à ce moment-là, sa mémoire, son souvenir sera beaucoup plus détaillé. Donc, tout dépend de comment la personne gère ça de manière interne. Christopher Gosnell, conseil de la défense de Bosco Ntaganda, a contre-interrogé M. Yule sur la façon de mener des interviews avec les témoins victimes d'événements traumatiques. M. Yule a recommandé dans un de ses rapports que toutes les interviews soient menées de manière non suggestive, devant être enregistrées dans les 2 formats audio et vidéo et avec des transcriptions précises. M. Yule a également suggéré que les questions suggestives doivent être évitées.
Now, what you say here Question. Ce que vous dites ici plus bas, c'est dans la plupart des situations, l'enquêteur doit éviter des questions directrices. La personne qui conduit l'audition doit éviter au maximum d'inclure des choses qui pourraient changer le souvenir de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, non pas de session directrice, mais de questions qui suggèrent? A suggestive question might be... De quelle couleur était la voiture? Si vous prenez un enfant normal de 8 ou 9 ans, si vous lui posez la question, l'enfant aura l'impression qu'il faut donner une couleur, même s'il ne se souvienne pas de la couleur de la voiture. C'est beaucoup plus simple, en fait, de dire que vous souvenez-vous que se souviens-tu de la voiture, décris-moi la voiture, ce qui fait que vous ne suggérez aucune caractéristique particulière de la voiture. Et du coup, les renseignements que vous obtenez sont beaucoup plus fiables. So suggestion. Donc une suggestion et donc des faux souvenirs peuvent être créés, pas seulement par des questions directrices très évidentes du style « la voiture était rouge, n'est-ce pas ?» La voiture était bien rouge, mais tout simplement en posant la question de savoir de quelle couleur était la voiture. C'est bien cela? Yes. Oui. Le procès de Bosconta Ganda a continué lundi 25 avril 2016 avec le témoignage du 18e témoin du bureau du procureur au pseudonyme P907.